Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur le théorème spectral avec une démonstration analytique qui est inspirée du sujet central MP 2020 mathématiques 2. Donc voilà, je vais présenter l'énoncé, je l'ai un petit peu changé, j'ai ajouté quelques questions parce que dans le sujet en fait l'espace est de dimension infinie donc on ne peut pas en déduire le théorème spectral. Donc voici la première partie de l'énoncé et voici la deuxième partie de l'énoncé. Donc voilà pour cet énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si la vidéo t'aide, à chercher l'exercice et ensuite je vais passer directement à la correction. Bon donc corrigeons cette première question, donc on prend f un sous-espace vectoriel de E qui est stable par U, donc c'est-à-dire que si on prend Y dans F, U de Y reste dans F, et on va montrer que f, l'orthogonale de f est également stable par U, donc si on prend x dans f orthogonal, par définition ça veut dire que si je prends un élément z de f, le produit scalaire entre x et z vaut 0, puisque x est dans f orthogonal. Maintenant, on veut montrer que, du coup, on veut montrer la stabilité de f orthogonale, donc on veut montrer que u de x appartient à f orthogonal si x appartient à f orthogonal. Donc on va prendre y dans f orthogonal et on va vérifier que le produit scalaire entre u de x et y vaut 0. Et donc il y a fort à parier que on va utiliser l'hypothèse de symétrie de l'endomorphisme, en l'occurrence pour faire passer le u de l'autre côté du produit scalaire. Effectivement, le produit scalaire entre u de x et y, c'est le produit scalaire entre x et u de y, et donc c'est égal à 0 puisqu'on a que u de y appartient à f, car y appartient à f, on a la stabilité de f, et x est dans l'orthogonale de f, donc on a bien le produit scalaire qui vaut 0, et donc si f est stable, f orthogonale l'est aussi. Question 2, donc on veut montrer, en fait la question 2 consiste à montrer qu'une certaine fonction admet un maximum sur la sphère de rayon 1. Donc pour ça, on n'a pas 36 000 théorèmes qui nous donnent cette existence du maximum. Il faut montrer que la fonction elle est définie sur un compact et qu'elle est continue. Donc c'est ce qu'on va montrer pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs extrêmes. Donc on va montrer que S est un compact. Pourquoi on montre que c'est un compact? On est en dimension finie, parce qu'on est dans un espace euclidien. Donc on doit montrer que S est fermé et borné. Donc il est clairement borné, puisque si je prends un élément de la sphère de rayon 1, par définition donc la norme de x vaut 1, donc elle est bornée par 1. La fermeture, on peut décomposer S en deux ensembles, donc c'est une des manières de montrer que c'est fermé. Le deuxième ensemble, donc B, c'est une boule fermée de rayon 1, donc c'est un fermé de E. Et A, son complémentaire, c'est une boule ouverte, donc par complémentarité, A, c'est un fermé. Et donc on a une réunion finie de fermés, donc S, c'est un fermé. Donc voilà. Maintenant, si elle est continue, pourquoi? Parce qu'on a une composition d'applications qui sont elles-mêmes continues, le produit scalaire, et U elle est continue. Pourquoi? Parce que c'est un endomorphisme en dimension finie. Donc de tout ça, on en déduit par théorème des valeurs extrêmes que phi atteint un maximum sur S, et ce point, le point auquel ce maximum est atteint, on l'appelle x0, et donc on a bien montré ce qu'on voulait dans l'énoncé. Allez, donc on est parti pour corriger cette question 3, il faut surtout pas se laisser piéger. Phi, c'est une application qui va de R dans R. Donc pour montrer qu'elle est C1, on va constater que c'est une somme de fonctions C1. Vraiment rien de compliqué. Par définition de phi, on a phi de t qui est le produit scalaire entre u de gamma de t et gamma de t. On remplace par l'expression de gamma de t. Ensuite, on utilise la linéarité de U pour sortir en fait tous les scalaires qui sont des fonctions trigonométriques évaluées en t. Et ensuite, on utilise la bilinéarité du produit scalaire pour en fait faire sortir tous les scalaires. Qui sont des fonctions de t. Donc déjà à ce stade-là, c'est bon, on sait que la fonction va être C1 parce qu'on a une somme de fonctions C1, mais on peut quand même simplifier un petit peu le résultat. Donc on utilise la symétrie de l'endomorphisme U et la symétrie du produit scalaire pour simplifier cette parenthèse, le dernier terme de la somme. Et voilà, on a montré que phi était C1 par somme et produit de fonction C1. Allez, donc on est parti pour cette question 4. Donc première partie de la question, on réfléchit pas à ce qu'on fait, on va juste calculer bêtement la norme de gamma de t, qui est la racine carrée, il ne faut pas oublier la racine carrée, du produit scalaire de gamma de t avec lui-même.
Donc bon, essentiellement, c'est le même calcul qu'on a fait à la question précédente. Donc il suffit d'utiliser la bilinéarité du produit scalaire et de remarquer bien qu'on a le produit scalaire entre x0 et y. Or, x0 et y sont orthogonaux, donc ce produit scalaire va valoir 0. Et x0 et y sont dans la sphère de rayon 1, donc leur norme vaut 1. Et donc au final il va nous rester cos carré de t plus sin carré de t, ça fait 1. Donc ensuite on n'oublie pas de prendre la racine carrée, on obtient que la norme de gamma de t pour tout t c'est 1. Maintenant, en fait, le fait que la norme de gamma de t vaille 1, ça signifie en fait que pour tout t, gamma de t est dans la sphère de rayon 1. Et donc x0 c'est le maximum associé à la fonction. Donc pour tout t dans R, phi de t qui est le produit scalaire entre u de gamma de t et gamma de t est inférieur à ce à x0 qui maximise cette fonction là. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait le produit scalaire entre u de x0 et x0, c'est rien d'autre que la fonction phi évaluée en 0. Donc en fait on a montré que pour tout t dans R, phi de t était inférieur ou égal à phi de 0. Donc ça c'est pas mal, ça montre que phi atteint un extrémum local en 0. Et comme phi elle est dérivable, continuellement dérivable, et bien elle est dérivable en particulier en 0. Et donc ça veut dire que la dérivée de phi s'annule en 0. Donc on est parti pour la question 5, donc on a vu par la question 2 qu'on pouvait dériver phi sur R, et donc on peut dériver l'expression qu'on a obtenue en question 3, tout simplement. Donc on a phi' de t qui est égal à ça. Et au final, il suffit d'évaluer cette expression en t égale 0 et d'utiliser le fait que phi' de 0 égale à 0. Et là, on obtient du coup phi' de 0 égale 2 produit scalaire entre u de x0 et y. Et comme 2 différents de 0 parce qu'on est dans R, eh bien on a le produit scalaire entre u de x0 et y qui vaut 0. Et donc on a bien l'orthogonalité de u de x0 avec y. Une simple remarque, pourquoi est-ce que je dis que le fait que 2 soit différent de 0 est important? C'est parce que en fait là on est en train de vouloir prouver le théorème spectral, et le théorème spectral il marche pas dans des corps dont la caractéristique est différente de 2. Donc effectivement là c'est un petit peu absurde de dire 2 est différent de 0, mais de manière, si on voulait démontrer le théorème spectral dans sa généralité, eh bien ça ne marcherait pas dans un corps de caractéristique 2. Donc c'est bien de le souligner dans sa copie. Allez, donc corrigeons cette question 6 de 3 manières différentes, au moins tout le monde aura vu son approche traitée. Donc on va noter v égale vect de x0, et donc notre objectif c'est de montrer que u de x0 appartient à v, comme ça on aura l'existence de lambda tel que u de x0 égale lambda x0, donc x0 est bien vecteur propre de u. Donc par hypothèse, y est orthogonal à x0 et le résultat de la question 5 montre que u de x0 est orthogonal à y. Donc au final, u de x0 orthogonal à y, orthogonal lui-même à x0. Donc en fait, u de x0 il appartient à l'orthogonale de v, et ça on aimerait bien que ça se transforme en v tout court, et effectivement ça va être le cas puisqu'on est en dimension finie et qu'on a l'inclusion que v est incluse dans v orthogonal, et par égalité des dimensions, eh bien on obtient l'inclusion réciproque. Donc u de x0 appartient à v tout court, donc pas le double orthogonal, et donc on a bien l'existence de lambda dans R tel que u de x0 égale lambda x0, et il faut quand même préciser que x0 n'est pas le vecteur nul. Pourquoi? Parce que sa norme vaut 1, donc s'il était le vecteur nul, sa norme vaudrait 0. Donc pas de problème, x0 est bien un vecteur propre de u. Allez, donc deuxième approche pour cette question 6, on va raisonner par l'absurde. Donc si x0 n'était pas vecteur propre de u, eh bien u de x0 et x0 ne seraient pas collinéaires, puisque x0 n'est pas vecteur propre de u, donc u de x0 n'est pas dans le vecte de x0. Et donc comme u de x0 et x0 ne sont pas collinaires, on peut considérer la base orthonormée x0y dans le plan vecte de x0, u de x0. Maintenant, comme le produit scalaire de x0 avec y est nul, et bien par la question 5, on en déduit que le produit scalaire entre u de x0 et y est 0. Mais donc si on se place dans le plan euclidien vecte de x0, u de x0, et bien ça signifie que u de x0 est collinaire à x0.
Donc ça signifie en fait que u de x0 et x0 sont collinéaires, or c'est exclu, donc tout cela est absurde, c'est bien que u de x0 et x0 sont collinéaires, et donc x0 est bien vecteur propre de u. Allez, donc on est parti pour cette dernière approche de la question 6. Donc cette troisième approche consiste à trouver la valeur en fait de la valeur propre associée au vecteur propre x0. Donc on suppose que lambda est valeur propre de u associé à x0 et on calcule le produit scalaire donc de x0 de u de x0 avec x0. U de x0 c'est lambda x0 et par linéarité on sort le lambda et il reste la norme de x0 au carré et ça vaut 1 parce que x0 est dans la sphère de rayon 1. Donc de tout cela on en déduit que lambda c'est le produit scalaire entre u de x0 et x0 lui-même. Et maintenant, on va montrer en fait que u de x0 égale à lambda x0. Pour ça, on va montrer que sa norme est égale à 0, et même plus précisément, sa norme au carré est égale à 0. Pourquoi sa norme au carré? Eh bien, pour faire apparaître le produit scalaire de u de x0 avec lambda le produit scalaire de u de x0 moins lambda x0 avec lui-même, et utiliser la bilinéarité du produit scalaire en espérant que ça se simplifie. Donc le produit scalaire de x0, la norme au carré de u de x0 moins lambda x0, c'est le produit scalaire de u de x0 moins lambda x0 avec lui-même. Et là j'ai utilisé la linéarité à droite pour scinder u de x0 moins lambda x0 en deux parties. Donc la première partie c'est ce produit scalaire là, et le deuxième produit scalaire, et bien en fait on se rend compte que ça fait u de x0, le produit scalaire de u de x0 avec x0 en utilisant la linéarité à gauche, moins lambda, norme de x0 au carré, c'est-à-dire lambda moins lambda, par définition de lambda, parce que lambda c'est ça. Donc on a bien lambda moins lambda, et donc le deuxième produit scalaire est nul, et il va me rester u de x0 moins lambda x0 au carré égale ce produit scalaire là. Donc deux choses l'une, soit u de x0 est égal à lambda x0, et ben là c'est gagné, on n'a plus rien à montrer, puisque x0 est bien vecteur propre tout va bien dans ce cas-là. Soit u de x0 n'est pas égal à lambda x0, et donc on peut diviser par la norme de u de x0 moins lambda x0. On va poser y, donc on va poser y u de x0 moins lambda x0 sur sa norme pour avoir un vecteur unitaire, et on a déjà fait le calcul précédemment. Y appartient donc est orthogonal à x0, et donc si on applique la question 5, eh bien on obtient l'orthogonalité entre u de x0 et y, qui donne en fait que le produit scalaire de x0 moins lambda x0 et u de x0 égale à 0. Et donc en remportant dans cette égalité là, c'est que le produit scalaire, la norme au carré égale à 0, et donc on en déduit que u de x0 égale lambda x0, et donc on a bien conclu la question. Allez, donc on est parti pour cette question 7, donc qui consiste à prouver le théorème spectral. Pour ça, on va faire une récurrence sur la dimension de E. La première étape, ça va être de faire l'initialisation. On va montrer le résultat dans le cas où l'espace est de dimension 1. Et pour ça, on va avoir besoin d'un résultat intermédiaire, c'est que si la dimension de l'espace c'est 1, les seules fonctions linéaires de E dans E sont les homothéties. Donc il y a un sens qui est clair, c'est qu'une homothétie c'est un endomorphisme, même peu importe la dimension. Et maintenant, ça c'est donc l'inclusion qui n'est pas évidente, c'est que si j'ai f un endomorphisme de E où E est de dimension 1, et bien f est un endomorphisme. Donc je suppose que c'est le cas. Si je prends un vecteur v, eh bien ça devient une base de E, puisque E est de dimension 1. Et si je prends x dans E, eh bien comme x est dans E et que v est base de E, eh bien x égale alpha v. Et f va de E dans E, donc f de v est dans E, et donc f de v s'écrit lambda v. Donc par suite, f de x c'est f de alpha v, puisque x égale alpha v. Le alpha je peux le sortir par linéarité, il me reste alpha f de v. F de v c'est lambda v, donc je récupère alpha lambda v. Maintenant lambda et alpha je peux les permuter par propriété des espaces vectoriels. Et alpha v c'est x, donc j'ai montré que f de x égale lambda x pour tout x, et lambda est indépendant de R. Donc f est bien une homothétie, et on a prouvé le résultat en dimension 1. Maintenant, si
Si n égale 1 et que U est un endomorphisme symétrique, en particulier c'est une homothétie par le lemme, et donc c'est une homothétie, c'est diagonalisable de valeur propre son rapport, donc c'est-à-dire le lambda dans la démonstration du dessus, et c'est bien réel, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va montrer l'hérédité. Donc je fixe n supérieur ou égal à 2 tel que la propriété soit vraie au rang n-1. Et je prends donc le x0 qui est défini dans la question 2, il est pas mal. Voici comment il est défini. La question 6, qui est la question précédente, qui est semi-conclusive, eh bien, ça montre que x0 est un vecteur propre de U associé à une valeur propre réelle, lambda, dont on a trouvé la valeur en question 6, troisième manière de montrer la propriété. Donc pourquoi est-ce que on exhibe la valeur de la valeur propre? Eh bien c'est pour montrer comme le produit scalaire arrive dans R, puisque E est un R espace vectoriel, il n'y a pas de souci, lambda c'est bien une valeur propre réelle. Voilà, maintenant je vais poser f l'orthogonale de x0. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que c'est un espace de dimension n-1, donc un hyperplan, et je vais pouvoir lui appliquer mon hypothèse de récurrence. Donc j'ai posé f égale l'orthogonale de x0, c'est un espace euclidien de dimension n-1, x0 est vecteur propre de U, donc par la question 1, vecteur de x0 est stable par U, et par la question 1, f est aussi stable par U en appliquant l'orthogonale à vecteur de x0. Donc très bien. U restreint à f, eh bien, il est toujours symétrique, et on peut lui appliquer l'hypothèse de récurrence pour obtenir que U restreint à f est diagonalisable dans une base de vecteurs propres, que sont x1, etc., xn-1, et les valeurs propres associées sont réelles par hypothèse de récurrence toujours. Mais donc par construction, on a rajouté notre petit x0 en début qui provient de f en fait. La base, donc du coup x0, x1, xn-1, c'est une base de vecteurs propres orthogonaux de E qui diagonalise U. Toutes les valeurs propres qui sont associées sont réelles, et donc on a établi le résultat au rang n. Et donc on a montré par récurrence le théorème spectral. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. C'est un résultat que je trouve très intéressant et qui te permet de trouver une démonstration alternative en fait au théorème spectral et qui va te permettre de réviser tout ton cours sur ces notions-là. C'est en fait un exercice qui provient de Centrale mais que j'ai modifié et qui correspond en fait à une démonstration pour l'agrégation de maths, un développement, ça s'appelle comme ça. Donc forcément c'est très intéressant et ça te permet, c'est un exercice qui est plutôt difficile et ça te permet vraiment de bien comprendre toutes les notions à la fois d'algèbre bilinéaire mais aussi d'analyse. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver sur des résultats mathématiques très intéressants, que ce soit pour les concours ou pour ta culture générale. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. J'espère te retrouver sur mes prochaines vidéos. Salut!